Donc il y a assez peu de données dans la littérature concernant effectivement la façon quels sont les réseaux ou les zones cognitives qui sont utilisées par le cerveau lors du jeu d'échecs. Donc quelques prérequis. La première chose, c'est de savoir que le cerveau est régionalisé, c'est-à-dire qu'on a des zones qui sont plus ou moins spécifiques, plus ou moins spécialisées dans un certain nombre de tâches cognitives, et que ce cerveau est non seulement régionalisé, mais que l'ensemble de ces régions est connecté. Donc il y a des grandes fibres associatives qui permettent à ces régions de fonctionner ensemble, ou en tout cas de communiquer. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que l'apprentissage, et on a vu qu'un grand maître est plus performant qu'un novice, que l'apprentissage modifie structurellement, et c'est une grande avancée des neurosciences, c'est que le cerveau est plastique, c'est-à-dire qu'il y a une plasticité cérébrale, c'est-à-dire que le cerveau se modifie, non pas seulement dans sa fonction, mais structurellement, c'est-à-dire que les zones cognitives spécialisées modifient leur structure lorsqu'elles sont mises en jeu, les connexions entre les zones deviennent plus efficaces, c'est-à-dire qu'au niveau des synapses, on a une efficacité meilleure lorsqu'on les utilise plus fréquemment, et surtout la création de nouvelles synapses. Et ça, c'est une image qui montre simplement que chez un animal, lorsqu'on l'entraîne dans un labyrinthe, les souris ont donné beaucoup pour les sciences cognitives. Lorsque donc on entraîne les souris dans un labyrinthe, elles vont créer des nouvelles synapses et des nouvelles connexions. Voilà un autre élément, un autre travail qui a été fait en 3D qui montre ces spikes, c'est-à-dire la création de toutes ces nouvelles dendrites, nouvelles synapses qui sont représentées en couleur. Donc l'apprentissage modifie structurellement le cerveau. Alors quels outils nous avons à notre disposition? Là, c'est une photo de votre serviteur, de Nathalie Bodard, qui est actuellement chef de service, parce que l'âge venant, j'ai cédé ma responsabilité et je suis très content d'avoir cédé la responsabilité à Nathalie, et Monica Zibovicius, qui est chercheur dans notre équipe. Donc nous avons en gros 4 moyens. On a l'IRM fonctionnel, c'est-à-dire on a la possibilité de voir les zones du cerveau qui s'activent lorsqu'on les met en jeu. Là, à droite, vous avez simplement la stimulation visuelle, donc ça va activer la zone occipitale. On a la capacité de mesurer et de voir les fibres à l'intérieur du cerveau, c'est la tractographie. On a aussi la capacité de voir quelle est l'efficacité de ces fibres associatives avec des techniques qu'on appelle la diffusion. Et puis enfin une technique qui s'appelle le resting state, qui est la capacité que l'on a de voir pour une tâche cognitive donnée quelle est la synchronisation, quelles sont les zones qui sont mises en jeu lors de cette tâche cognitive. Alors la question que vous posez depuis ce matin, c'est c'est quoi le cerveau des grands maîtres? Si oui, pourquoi est-ce qu'ils ont une capacité supérieure de calcul? On a évoqué ça, c'est peut-être des grands rouages à l'intérieur de leur cerveau. Ils ont une mémoire peut-être supérieure, ils sont câblés de manière différente, et puis d'autres mécanismes peut-être qu'on ne connaît pas. Et en faisant ce travail, j'ai eu, moi, beaucoup de surprises en découvrant un certain nombre de travaux. Il n'y a pas grand-chose, il y a une vingtaine de travaux fondamentaux. Alors on fait une petite digression. On a dans le cerveau une zone extrêmement spécialisée qui s'appelle la Face Fusiform Area, c'est une zone qui nous permet de reconnaître les visages. Quand vous voyez votre épouse, puisqu'on parlait des problèmes du mariage, n'est-ce pas, vous voyez votre épouse, vous n'avez pas besoin de vous décrire à vous-même le fait qu'elle est blonde, qu'elle a les yeux bleus, qu'elle a un visage ovale, vous la reconnaissez immédiatement. Et ça, c'est le rôle de cette zone, qui est la Face Fusiform Area. Vous reconnaissez immédiatement les visages connus. Et voilà, sur la face inférieure du cerveau, quelle est la localisation de cette zone très spécialisée qui permet de reconnaître le visage. C'est aussi un des éléments très importants du cerveau social qui nous permet de vivre en société. Lorsque l'on compare, et ça c'est un travail de Duan, les Chinois ont énormément travaillé sur le cerveau des grands maîtres d'échecs, probablement aussi parce qu'ils jouent au Go, et que les mécanismes sont probablement assez semblables. Lorsqu'on compare les réseaux cognitifs qui sont mis en œuvre par rapport, on prend un groupe de grands maîtres,
et on les compare à des novices. On s'aperçoit que ce qui est figuré là en rouge et en couleur, pardonnez-moi, et les réseaux cognitifs qui les relient, sont les zones du cerveau qui sont plus efficaces chez les grands maîtres que chez les novices. Et on s'aperçoit que la comparaison, si j'arrive à récupérer ma flèche, sinon c'est pas grave, les choses essentielles, c'est qu'il y a une connexion beaucoup plus efficace entre le lobe temporal, la mémoire, cette fameuse aire visuelle qui permet la reconnaissance des visages ou des structures, et le noyau codé, et puis on en parlera très probablement, qui est la zone de l'automaticité. C'est-à-dire que les grands maîtres ont une mémoire, ou en tout cas une connectivité entre les zones de la mémoire et les zones de l'automaticité et les zones de reconnaissance spatio-visuelle nettement supérieures aux novices. Lorsqu'on fait une autre expérience et qu'on demande, on prend un groupe de grands maîtres et un groupe de novices, de regarder un jeu d'échecs, un échiquier, et la face, un visage. On voit l'activation, le schéma de droite, en haut à droite, compare les experts, donc les grands maîtres et les novices, et le temps de réponse de cette aire visuelle lorsqu'on leur montre un visage. Et on s'aperçoit que les experts, les grands maîtres, ont un temps de réponse beaucoup plus court que les novices. Donc l'identification du pattern, de la répartition des pièces sur l'échec est beaucoup plus rapide chez un grand maître que chez un novice, et on s'aperçoit de l'importance du temps, en particulier dans les parties d'échecs où il y a une contrainte de temps. Et ce qui est très important, c'est que dans le schéma d'en bas, on s'aperçoit que le pourcentage d'activation de cette aire visuelle, de cette aire de reconnaissance des patterns spatio-visuels, est beaucoup plus important, pratiquement 2 fois plus important chez l'expert que chez le novice. Donc il y a une capacité de reconnaissance de l'échiquier qui est non seulement meilleure, mais beaucoup plus rapide. Donc en résumé, le grand maître a une capacité supérieure à la reconnaissance de patterns, et il va reconnaître ces patterns non pas comme une distribution aléatoire, mais comme quelque chose qu'il connaît déjà. C'est du déjà vu, parce qu'il a une capacité de la mémorisation de ces patterns et des parties qu'il a jouées précédemment. Il y a une automaticité du coup d'après, la plupart des cas, et vous l'avez dit tout à l'heure, la plupart du temps, votre réaction est automatique, parce que vous avez, comme dirait ma grand-mère, j'ai déjà vu le film, j'ai déjà vu ça. Donc il y a une automaticité qui permet effectivement de gagner du temps. Il y a une connexion entre ce lobe temporal, la mémoire, et le noyau codé, qui est donc le siège de l'automaticité. Et ce qui est très très intéressant, ce qui fait d'ailleurs l'objet d'un deuxième papier séparé de Duhan, et ça on a un tout petit peu, j'ai besoin de 2 secondes, à l'intérieur du cerveau on a un certain nombre de grands réseaux. Il y a 2 réseaux principaux dont je veux parler, qui est ce qu'on appelle le DMN, le Default Mode Network, qui est le réseau associatif qui met en relation la totalité du cerveau et qui est en particulier activé dans 2 périodes de la vie particulières, dans les moments de créativité. C'est un réseau qui permet la créativité, c'est le réseau, alors les anglo-saxons disent mind wandering, c'est-à-dire la balade du cerveau. On n'a pas la bonne traduction française. C'est, voilà, on pense à rien, et vous savez qu'on a des idées géniales, eureka, quand on est dans sa baignoire, ou quand on pense à rien. Et c'est quand on pense à rien qu'on a des idées géniales. Et ce qui est très intéressant, c'est le deuxième réseau, c'est le réseau de l'attention, qui est le réseau qui est mis bien évidemment en œuvre lors d'une partie d'échecs. Et ces 2 réseaux sont antagonistes. Et vous avez raconté une histoire tout à l'heure, en disant bah, vous avez regardé la salle et vous avez vu 600 perdus qui vous regardaient, et votre réseau de l'attention a été en fait inhibé. Et donc vous êtes sorti de ce réseau de l'attention. Les 2 réseaux sont antagonistes. On ne peut pas être créatif et attentif. La créativité est un phénomène différent. Et puis, le dernier point, c'est qu'il y a effectivement une augmentation de l'efficacité du grand réseau associatif et de la connexion visio-spatiale supérieure qui montre bien donc l'identification
du pattern de l'échiquier met en comment dirais-je, en cause ce réseau vidéospatial. Et puis très rapidement, donc voilà, en conclusion, c'est la reconnaissance des patterns connus, c'est un réseau cognitif, la mémorisation, l'automatisation de la décision, une gestion de l'émotion par rapport à l'attention, et la capacité, la récupération, la capacité qu'on a d'aller rechercher les parties initialement jouées. Donc alors très rapidement, parce que vous m'avez provoqué en me disant que j'allais sortir du cadre, soit vous me connaissez, soit vous avez déjà, pareil, vu le film. Je voulais simplement, parce qu'on a parlé dans la presse des ordinateurs, est-ce qu'on peut augmenter les capacités cérébrales? Le transhumanisme. Est-ce qu'on peut augmenter, est-ce que notre cerveau... voilà, qu'est-ce que c'est le neuro-enhancement? Est-ce qu'on a un cerveau augmenté? Donc très rapidement, et puis très humblement avec un membre de CM, simplement 2 mots, dire que bon, on est capable de mettre des électrodes dans le cerveau pour pouvoir modifier un certain nombre de traitements, Parkinson, mouvements anormaux, dans l'addiction, aujourd'hui, traitement de l'obésité. On a la capacité de stimuler le cerveau ou de l'inhiber avec des bobines électriques. C'est fait en particulier dans la dépression, les hallucinations auditives et la schizophrénie. Et puis, encore plus intéressant, ce sont les interfaces entre le cerveau et l'ordinateur. On a la capacité aujourd'hui de traiter le signal électroencéphalographique du cerveau pour pouvoir, y compris, reconstruire les images mentales sur des ordinateurs. Donc on mémorise un visage, ça crée un signal intracérébral, et ce signal intracérébral peut être traité pour reconstruire. Donc on peut imaginer effectivement non seulement la dictée vocale, mais la dictée mentale demain. Encore plus intéressant, c'est le neurofeedback, c'est-à-dire neuroapprentissage, c'est-à-dire qu'on va dans l'interface cerveau-ordinateur regarder comment s'active le cerveau lors d'une tâche mnésique, et le fait de regarder l'activation de ce cerveau, on va pouvoir s'augmenter soi-même. Donc c'est ce qu'on appelle le neurofeedback, qui permet effectivement d'améliorer la mémoire. Le vrai problème, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe si est-ce qu'on peut augmenter le cerveau à l'infini, et c'est le film de Luc Besson, Lucie. C'est bien évidemment un mythe, parce qu'il y a un problème, c'est qu'il est très probable que le cerveau soit un système à somme nulle. C'est-à-dire que si on active une zone cérébrale, on va désactiver les autres, simplement pour des raisons extrêmement simples, c'est que le débit sanguin cérébral est constant et qu'on ne peut pas, comment dirais-je, augmenter, et que la capacité cérébrale est dépendante, là aussi, d'un truc simple, biologique, c'est qu'on a besoin d'oxygène et on a besoin de glucose pour faire marcher le cerveau. Les nouvelles pistes qui sont intéressantes demain, c'est, vous savez que l'armée américaine travaille beaucoup sur les médicaments, en particulier pour éventuellement supprimer le sommeil, même si on sait que le sommeil est indispensable. Il y a un truc qui est tout à fait passionnant, moi qui me passionne, c'est que les dauphins, qui sont des mammifères probablement intelligents, je ne sais pas s'ils jouent aux échecs, il faudrait des pièces qu'on puisse mettre à l'intérieur de la mer, mais comme les dauphins sont des mammifères et ils ont une respiration aérienne, ils sont bien obligés de trouver un système pour pouvoir dormir sans se noyer. Donc ils ont décidé de dormir un seul hémisphère à la fois. Donc les dauphins sont capables d'inhiber, donc il y a un hémisphère, ils dorment que d'un œil, mais pas seulement que d'un œil, ils dorment que d'un hémisphère. Voilà en 2 mots. Voilà, est-ce qu'on va pouvoir aller vers l'homme augmenté, ou au contraire des robots plus humains? Mais moi qui suis neuroscientifique, je pense que l'histoire du cerveau humain n'est qu'à son début, et que c'est aujourd'hui vraiment... on attend nos Christophe Colomb, parce que nous sommes plusieurs à être des Christophe Colomb pour explorer ce truc absolument magique qu'est le cerveau humain. Merci. Merci. Je commence tout de suite par une question évidemment qui me vient à l'esprit. Étant donné les réseaux qui sont impliqués et que vous avez évoqués, en particulier d'ailleurs, vous avez évoqué la question de la mémoire. Par contre, vous n'avez pas cité l'hippocampe. Je ne sais pas si l'hippocampe... C'est l'hippocampe. D'accord. Et donc, est-ce qu'on peut présumer d'un effet préventif pour les joueurs de loisirs intensifs, de haut niveau, les grands maîtres, sur évidemment le déclin cognitif, voire la maladie d'Alzheimer? Est-ce qu'on peut présumer un ralentissement d'une évolution pathologique, ou est-ce que tout ça est complètement prématuré?
Alors, la question de fond, sans répondre à la question, puis en plus, moi, l'Alzheimer, vous savez, moi, je suis neuro-radio-pédiatre, c'est-à-dire qu'on travaille sur le cerveau de l'enfant, donc au-delà de 15 ans, voilà, ça me concerne à moitié, ça concerne beaucoup plus mon collègue, donc il vous répondra. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que, bien évidemment, l'activation des réseaux cognitifs permet leur survie. C'est-à-dire ça, c'est absolument indiscutable, c'est-à-dire qu'effectivement... Et l'autre point, c'est que, contrairement à ce qu'on pensait, et ça a été publié dans la presse, vous le savez, c'est que notre stock de neurones n'est pas fini. On est capable de mobiliser un certain nombre de neurones, en particulier des neurones immatures qui sont situés dans la zone olfactive, et qui, en plus, sont capables de migrer, y compris au niveau de l'hippocampe, puisque vous savez, depuis que Proust a parlé de sa Madeleine, il y a un lien très étroit entre la mémoire et l'olfaction. Donc, les deux bonnes nouvelles, c'est que, si on travaille effectivement le cerveau se muscle comme un muscle, et puis deux, on a des neurones en réserve qu'on peut mobiliser. Après, il y a des maladies organiques qui font que, même si c'est comme, on prend une analogie, vous avez un infarctus du myocarde, vous pouvez essayer de courir le 100 mètres, ça ne va pas vous sauver de l'infarctus. Il y a quand même des causes en amont du fonctionnement cognitif qui font qu'il y a un déclin cognitif. D'accord. Je me tourne vers vous, Stéphane Escaffe, parce qu'effectivement, la fédération, forcément, est tournée beaucoup vers les jeunes. Pas seulement, on a vu les grands maîtres, évidemment, ça fascine tout le monde, mais les jeunes aussi sont une activité extrêmement importante. Et je sais que vous avez en plus une sensibilité particulière, puisque vous avez manifesté très rapidement l'intérêt, justement, pour cette activité. Même des poussins, je crois que ça commence, de toute façon, il n'y a pas d'âge pour jouer aux échecs, évidemment. Mais quel impact vous pensez que ça peut avoir sur l'évolution ou le comportement des enfants? Alors, je sais bien que vous n'êtes pas scientifique, mais quand même, ça m'intéresse de savoir, puisque vous en voyez beaucoup, ce que vous pensez des interactions entre enfants et échecs. Oui, alors c'est vrai que dans le domaine de la santé, on a dit qu'on manquait beaucoup de littérature. En revanche, dans le domaine de l'éducation, on a énormément de travaux qui ont été réalisés, et dans de nombreux pays. Alors, c'est vrai que l'essentiel des travaux a été fait sur des groupes entre des enfants qui jouaient aux échecs et des enfants qui ne jouaient pas. Et clairement, les capacités d'apprentissage, donc de mémorisation, de logique, étaient très supérieures dans les groupes de joueurs d'échecs par rapport aux non-joueurs d'échecs. Là, il y a vraiment des méta-études et des études qui le démontrent très clairement. Donc, dans le domaine de l'éducation, le fait d'entraîner son cerveau jeune a forcément des conséquences bénéfiques sur l'apprentissage et sur l'enseignement. Donc là, il n'y a aucun doute là-dessus. Ensuite, il y a des effets effectivement sur la sociabilisation des enfants qui vont davantage interagir quand ils jouent aux échecs. L'avantage du jeu d'échecs, ça a été déjà dit par d'autres intervenants, c'est qu'il n'y a pas de prérequis ni de compétences spéciales à avoir. Donc même des primo-arrivants qui ne parlent pas la langue du pays peuvent se mettre à jouer aux échecs instantanément. Donc c'est vrai que c'est un outil assez facile à utiliser, assez maniable. C'est une espèce de couteau suisse qui peut être utilisé à diverses façons. Donc sur les enfants, encore une fois, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il n'y a aucune différence entre les enfants. Même leur milieu social n'a pas vraiment d'importance puisqu'il n'y a pas ces prérequis. Donc que vous veniez d'une famille très cultivée ou d'une famille peu cultivée, ça n'a aucune importance non plus. Donc, je suis en train de vendre le jeu d'échecs parce que je suis président de la fédération, vous l'avez bien compris. Donc, ce qui serait intéressant, c'est que toutes ces études qui ont lieu dans le domaine de l'éducation aient lieu aussi dans le domaine plus scientifique, disons de la santé ou de la psychologie. Aujourd'hui, ça n'est pas vraiment le cas. Voilà, donc ça c'est un petit peu dommage. Donc ensuite, pour les enfants eux-mêmes, on a également parlé de la pratique du jeu d'échecs qui peut se faire à l'hôpital, qui peut se faire donc dans n'importe quel milieu et pas forcément chez des enfants valides. Voilà. Justement, oui, on parlait ce matin aussi de l'importance de pouvoir se projeter quand on est malade, de pouvoir peut-être s'évader d'ailleurs du quotidien et des soins, mais aussi de se projeter dans l'avenir. Et puis Alexandre Alcaïs a souligné le fait que c'était important parce que c'était pas seulement se projeter, c'était aussi réaliser, agir, faire quelque chose pour arriver à ce moyen-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse ? À chaque fois que vous dites du bien des échecs, je suis d'accord avec vous, en général. Président. Sinon, plus sérieusement, le fait de se projeter donc, pour les enfants est vraiment quelque chose d'important, puisqu'on est beaucoup dans l'immédiateté, peut-être encore plus aujourd'hui qu'hier. Donc c'est vrai que le jeu d'échecs permet cette capacité d'abstraction
que ne permettent pas peut-être d'autres. On parlait de jeux vidéo, par exemple, qui sont peut-être plus instantanés. Le jeu d'échecs vous oblige... Alors, vous avez deux choses. Vous avez la tactique et la stratégie. C'est vrai que la tactique, ça va être plutôt les calculs à très court terme, à 2-3 coups qui vont arriver. Et la stratégie qui est beaucoup plus abstraite et beaucoup plus intuitive. Et ça, c'est peut-être quelque chose que les jeunes travaillent moins par ailleurs. Donc le fait de pouvoir anticiper la fin d'une partie qui va arriver 20 ou 30 coups plus tard ne peut pas se faire par le calcul. Ça doit se faire uniquement de manière intuitive. Et pour revenir un petit peu à ce que vous montriez tout à l'heure, le fait de reconnaître des positions semblables, proches, qui ne vont pas être identiques parce qu'il y a vraiment des milliards et des milliards de parties différentes. Rien que pour jouer les premiers coups, vous avez 20 coups pour les blancs, possible, au départ. 20 coups pour les noirs. Ça fait déjà 400 positions différentes en ayant joué seulement un coup chacun. Alors après, c'est exponentiel et ça augmente de manière monstrueuse. Donc vous ne pouvez pas retrouver deux positions d'échecs parfaitement identiques quand vous avez joué beaucoup de coups, surtout chez les jeunes. Même les grands maîtres qui connaissent très bien les théories des ouvertures ne vont pas reconnaître exactement la même position. En revanche, il va y avoir des positions qui vont se ressembler. Parfois, il y aura un pion un petit peu décalé ou une pièce qui ne sera pas exactement au même endroit. Mais dans les études qui ont été faites, c'est vrai que les grands maîtres ou les joueurs professionnels vont reconnaître des schémas globaux, mais pas forcément totalement identiques. Et par rapport à un débutant, si on analyse par exemple le suivi du parcours des yeux, ça c'est quelque chose d'assez facile à mettre en place, un grand maître va en fait beaucoup moins bouger les yeux et se concentrer sur des positions et sur des localisations, des points précis, des cases qu'il connaît déjà et qu'il reconnaît. Alors qu'un débutant, il va parcourir un peu tout l'échiquier, un petit peu perdu, comme quelqu'un qui serait dans une ville qu'il découvre, par exemple. Si vous avez l'habitude de cheminer en voiture dans une ville que vous connaissez, c'est quelque chose que vous faites régulièrement, c'est assez compliqué hein, si vous essayez d'analyser le parcours que vous faites pour vous déplacer dans une ville. Pourtant, vous le faites naturellement. Et je pense qu'un joueur d'échecs utilise un petit peu le même type de système et va se déplacer dans une position qu'il connaît, comme vous vous déplacez dans une ville que vous connaissez. Donc un débutant aura du mal à se déplacer dans cette ville parce qu'il ne la connaît pas, donc il va tituber, il va aller à droite, à gauche, il ne sait pas exactement où il va. J'ai une question qui a été évoquée un petit peu en off ce matin. Si on suit ce raisonnement, néanmoins, on devrait forcément avoir les plus grands champions qui ont 60, 70 ans, 75 ans. Or, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est pas le cas, et peut-être même encore moins aujourd'hui qu'hier. Comment vous expliquez finalement que cette reconnaissance de pattern, ou en tout cas de position ou de schéma semblable, puisse être plus performante finalement chez des plus jeunes que chez des plus âgés? Oui, alors c'est vrai que j'ai parlé de la stratégie et de la tactique. Là on parlait plutôt de la stratégie, c'est-à-dire la façon de reconnaître des positions. C'est vrai que c'est des choses que les joueurs plus âgés font plus facilement que les jeunes. En revanche, le champion du monde aujourd'hui a moins de 30 ans, et je pense que dans les années à venir, il n'y aura pas de champion du monde très âgé, notamment à cause de la capacité de calcul. Le numéro 1 français a environ 25 ans, Maxime Vachier-Lagrave, donc il est également très jeune, parce qu'il y a cette capacité de calcul, alors peut-être liée aussi à la réduction des cadences de jeu. Le numéro 1 français, par exemple, est un des meilleurs joueurs du monde en partie de blitz, 5 minutes. Donc cette capacité tactique est quand même très très importante. Ensuite, on a dit que le jeu d'échecs était multiple ce matin. C'est également un sport, et dans un sport, il faut être en très bonne condition physique. Quand vous jouez sur toute une semaine des parties qui peuvent durer 4 heures, 5 heures, 6 heures, la fatigue se fait sentir. Donc le fait d'être jeune et en bonne santé est sans doute un avantage aussi. Ensuite, un cerveau jeune, a priori, peut-être travaille plus vite ou est mieux exercé. Après, on va compenser en vieillissant par d'autres possibilités, mais les jeunes ont quand même cette capacité de calcul, cette forme physique, peut-être cette combativité aussi. Je me souviens d'études d'un médecin toulousain qui avait... Alors je vais peut-être faire bondir dans la salle, mais autour de 40 ans, la combativité, le fait de jouer de manière agressive ou pour battre son adversaire aux échecs est quand même moins importante et commence à diminuer, et on sera plus sur le côté échange, convivialité, des personnes. Absolument, je parle en général. Oui, je voulais justement avoir votre avis, je ne vous ai pas encore posé la question, Jean Denisot. Quelle peut être l'importance ou l'impact du jeu sur le développement neuro, ou comportemental? Alors, je suis pas très bien placé pour répondre à cette question-là directement. Donc ça reste un avis personnel plus qu'une position de chercheur.
Mais je crois que ça a été abordé plusieurs fois. Donc le jeu, c'est à la fois un exercice mental. Donc le cerveau peut disons, conserver certaines ressources ou les améliorer avec l'entraînement. Et puis c'est peut-être aussi un facteur de sociabilisation. Et ça, c'est aussi un bon facteur pour la protection de certaines maladies neurodégénératives, par exemple. Et alors, vous avez aussi travaillé sur les comparaisons, alors ça, j'ai pas bien compris, mais vous allez m'expliquer, sur les comparaisons entre le développement à la fois chez des espèces de primates non humains, c'est ça, et puis les humains. Qu'est-ce que vous avez tiré comme conclusion ? Donc ça, c'était une étude un petit peu particulière. Donc on s'intéressait à ce qu'on appelle, ou ce qu'on pourrait appeler le sens social. Et alors il y a un lien avec les échecs, mais un petit peu lointain. Et donc on utilisait des situations de jeu, non pas parce qu'elles impliquent de fortes capacités de raisonnement, mais plutôt parce que de cette manière, elles capturent un peu l'essence du contact avec les autres. Une situation de jeu, c'est une situation où on doit comprendre les autres, comprendre leurs intentions, notamment, comprendre ce qu'ils pensent, ce qu'ils vont faire. Et donc on s'est dit que c'était typiquement des situations où on pouvait aller essayer de mesurer une certaine forme de sophistication de ce sens social. Et alors vous savez peut-être que certaines personnes considèrent que ce sens social, il est unique à l'homme. Donc, aucune autre espèce n'aurait cette capacité de comprendre les autres comme les humains. Et d'autres, évidemment, ne sont pas d'accord avec ça. Le propriétaire du chien qui considère que son chien lit dans ses pensées quand il lui apporte son journal est évidemment assez peu d'accord avec ce type d'idée. Et les scientifiques se sont emparés de ce débat et ont fait des expériences pour savoir si les animaux considérés comme intelligents avaient ce type de capacité. Et les résultats sont toujours un petit peu difficiles à lire parce que les situations expérimentales qui sont mises en jeu peuvent toujours expliquer le comportement des animaux à travers d'autres phénomènes qui n'ont rien à voir avec la compréhension des états mentaux des autres. Et nous, on s'est dit qu'on allait utiliser une astuce. Et l'astuce consistait donc à faire jouer des animaux à des jeux. Et ils jouaient avec des jeux, c'est des jeux très simples, c'est des jeux où il y a 2 actions possibles, 2 joueurs, et cache-cache en fait. Tout le monde peut jouer à ça, un enfant de 3 ans peut jouer à ça. Et en fait, l'adversaire des animaux était un algorithme d'intelligence artificielle qui avait un sens social de sophistication calibré. Et donc on allait pouvoir, à travers le comportement des animaux, mesurer la sophistication du sens social des primates. Et on avait une hypothèse sur l'idée que peut-être qu'il pourrait y avoir 2 forces évolutionnistes qui auraient été importantes pour générer cette capacité chez l'homme. La première, ce serait qu'on ait à gérer des réseaux sociaux compliqués. Alors ça, c'est ce qui a été appelé l'hypothèse d'intelligence machiavélique. Grosso modo, notre groupe social est énorme, il faut qu'on gère des relations sociales, et donc il nous faut un sens social sophistiqué. Et c'est ça qui tirerait notre sens social vers le haut. Et l'autre hypothèse, c'était qu'on ait un gros cerveau, et puisqu'on a un gros cerveau, on a ouvert une fenêtre d'opportunité à ce sens social, et donc c'est la taille du cerveau qui compte. Alors on a pris des espèces de primates qui étaient telles que taille du groupe social, donc complexité du réseau social, et taille du cerveau étaient distinguables à travers cet ensemble d'espèces de primates. Donc il y avait des orang-outans, des gorilles, des chimpanzés, des lémuriens, des macaques, des mangabais. Et on les a fait jouer à cache-cache contre nos algorithmes d'intelligence artificielle, et on a montré en fait que le comportement de ces animaux était déterminé essentiellement par la taille du cerveau. Ce qui est la conclusion est presque triste. Petit cerveau, petit sens social. Et donc on a mesuré cette capacité, cette sophistication de sens social à travers le comportement des animaux dans les jeux. Il y a une question aussi qui m'était venue quand vous avez parlé de cette compétence sociale, c'est par rapport aux autistes, puisqu'on parle souvent là aussi des liens entre l'autisme, ou en tout cas on évoque les liens entre autisme et échec. Et je sais qu'il y a aussi des travaux d'ailleurs qui sont faits sur, là aussi, alors la même zone de reconnaissance visuelle des visages, là pour le coup du regard, mais là vous parliez des formes aussi pour les échecs, mais là aussi est-ce que vous avez travaillé ou est-ce que vous avez vu des
des études qui sont prometteuses, soit pour être utilisées avec les enfants autistes, ou les adultes autistes d'ailleurs, ou inversement, qui pourraient montrer une capacité particulière. Donc c'est une question très compliquée. Qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui est autiste et quelqu'un qui ne l'est pas? Donc les spécialistes du domaine ont des réponses assez diverses à ce type de questions. Nous, on a travaillé sur cette question, encore une fois, avec cette idée de sens social. Et donc on a fait une expérience où on a, encore une fois, fait jouer des autistes à cache-cache contre nos algorithmes d'intelligence artificielle. Et puis on a évidemment un groupe contrôle à côté, des gens qui sont dits neurotypiques. Et on a comparé les performances entre autistes et gens normaux. Et ce qu'on trouve en fait, c'est qu'on faisait des manipulations psychologiques un peu particulières. Par exemple, évidemment, aucun des participants n'était conscient du fait qu'ils jouaient contre des algorithmes d'intelligence artificielle. On leur mentait, on leur disait qu'ils jouaient contre des gens. Ils étaient en face de gens. Et on avait deux conditions. Une condition où on leur disait vous jouez contre cette personne. Et c'est un jeu, comme une partie d'échecs. Et dans l'autre condition, on leur disait rien du tout. On déguisait la tâche comme une tâche de pari, comme au casino si vous voulez. Et donc, a priori, les gens neurotypiques ne font pas appel au sens social dans ce type de situation. L'information objective pour gagner dans les deux conditions est exactement la même. Ce que font les gens normaux, en fait, c'est que quand ils pensent qu'ils jouent contre quelqu'un, ils arrivent à battre les algorithmes d'intelligence artificielle qui ont ce sens social calibré. Et quand ils ne pensent pas qu'ils jouent contre quelqu'un, ils perdent. Mais ce que font les autistes, c'est qu'ils sont absolument insensibles à la manipulation qui consiste à leur dire vous jouez contre quelqu'un ou vous jouez contre une machine. Et donc ils ont un profil de performance exactement identique dans les deux cas. Ça, c'est une première différence. Et une deuxième différence, c'est que quand ils jouent contre des algorithmes d'intelligence artificielle avec ce sens social, disons, sophistiqué, ils perdent, les autistes. Donc ils ne sont pas capables d'atteindre les performances des gens neurotypiques. Par contre des algorithmes d'intelligence artificielle qui n'ont pas de sens social, mais qui ont une sophistication, elle, un peu importante, les autistes sont meilleurs que les gens normaux. Et donc la conclusion est un petit peu mi-figue, mi-raisin, un peu ambivalente. Elle pourrait se résumer comme ça. Les autistes ont un sens social, mais ils sont incapables a priori de gérer une situation, en l'occurrence de compétition, où il faut anticiper le fait que les autres sont en train d'apprendre sur eux. Et par contre, ils ont des capacités cognitives assez impressionnantes qui leur permettent si vous voulez, de faire de la détection de patterns, de séquences très compliquées. Et avec ce genre de capacité-là, on parle d'autistes haut niveau, là, avec ce genre de capacité-là, ils peuvent compenser peut-être un déficit probable de sens social. Un petit complément à votre question, j'ai pas amené les diapos là parce qu'on n'avait pas le temps, mais Monica Zebovicius et Nathalie et moi, on a publié en particulier, vous savez qu'un certain nombre d'autistes ont ce qu'on appelle une mémoire un peu particulière, et on avait montré, Monica avait montré avec un adulte autiste qu'on appelait l'homme calendrier. Donc dans l'interrogatoire, avant de le passer dans la machine, on s'est rendu compte qu'il avait la mémoire absolument de toutes les dates. Et Monica lui a dit, voilà, et Monica se souvenait très bien quel était le jour de la semaine où elle s'est mariée. Donc elle lui a posé la question, elle a dit, voilà, quel jour c'était le 13 février 82, il a dit mardi. Puis après il a répondu, elle s'est souvenue de sa date de naissance. Et donc il n'a fait aucune erreur sur l'identification du jour de la semaine dans le calendrier. Et puis à la fin, Monica lui pose la question, elle lui donne sa date de naissance. Et Monica est légèrement plus âgée que ce jeune adulte. Et lui a répondu, comment voulez-vous que je sache, j'étais pas né. Donc en fait, il avait mémorisé la totalité de son calendrier autobiographique, le sien, mais pas, effectivement, c'était pas une capacité de calcul. Et quand on l'a mis dans la machine, à l'époque c'était pas l'IRM, c'était un PET, c'est effectivement l'hippocampe qui s'activait. Donc effectivement, les autistes ont des capacités mnésiques particulières et probablement supérieures, effectivement, parce qu'en plus, et quand on les interroge sur le plan clinique, les autistes, Monica et Nathalie, on travaille tous les jours là-dessus,
ils sont parfois gênés par cette mémoire. C'est-à-dire que les neurotypiques, c'est-à-dire les individus qui fonctionnent en société, on trie. C'est-à-dire qu'on élimine une grande partie de la mémoire qui est gênante, qui ne sert à rien. Et donc on a une capacité d'évacuation et de régénération de notre capacité mnésique que n'ont pas les autistes, parce que tout s'imprime, tout est là, et tout est là, toujours présent. Stéphane Escaffe, je voulais vous poser une question à un joueur, cette fois-ci. Alors vous avez dit, effectivement, il y a déjà beaucoup de possibilités dès l'ouverture, il y a déjà plein de possibilités qui se dégagent. En même temps, ça a été souligné, le fait qu'on peut reconnaître des situations proches. Et donc finalement, quelle est la place pour la créativité? Autrement dit, est-ce que plus on joue, moins on est créatif? Ou est-ce qu'on a besoin de rester créatif, inventif, de sortir peut-être de certains schémas qui ont été construits par les grands maîtres qui ont précédé, notamment quand on veut progresser ou quand on veut être performant? Oui, alors il y a plusieurs types de créativité aux échecs. Vous avez une créativité qui peut se faire à la maison, en préparation, c'est-à-dire que vous analysez les parties qui ont été jouées par vos adversaires et vous regardez justement les schémas qui vont se retrouver à l'identique. Et à ce moment-là, donc vous travaillez en amont en espérant retrouver sur l'échiquier ce que vous avez fait à la maison. Je me souviens d'un cas précis en championnat de France où le grand maître Emmanuel Bricard voyait son adversaire, son voisin, la partie d'à côté, qui avait terminé en quelques minutes. Ce qui n'est pas normal, d'habitude les parties durent 3 ou 4 heures. Et j'avais interrogé son voisin, qui était également grand maître international, et en fait il avait gagné la partie sur une préparation maison. Donc il avait réussi à placer un piège qu'il avait préparé en amont. Donc il avait fait preuve d'imagination à la maison, et quand j'avais signalé ça à Emmanuel Bricard, donc le champion de France de l'époque, il m'avait dit « Ah, il a réussi à ne pas jouer aux échecs ». C'est-à-dire que pour lui, cette créativité, en fait, devait intervenir dans la partie. Et pour un joueur comme Emmanuel Bricard, lui, il aime découvrir pendant le jeu des nouveautés. Je vous ai dit que les positions, sans être infinies, sont incalculables parce que, encore une fois, elles sont exponentielles, donc trop nombreuses. C'est vrai qu'on retarde de plus en plus l'arrivée dans l'inconnu, en étudiant les débuts de partie, surtout avec les bases de données aujourd'hui, les logiciels, les ordinateurs qui travaillent pour nous aussi. Mais il y a quand même cet effet horizon. À un moment, on ne peut plus avoir tout calculé à la maison, parce que c'est trop compliqué, il y a trop de possibilités différentes. Donc, même si on le retarde, il y a quand même un moment où on arrive dans l'inconnu et où on doit faire preuve de créativité. Anatoly Weisser nous le disait tout à l'heure, à un moment, j'ai voulu faire du spectacle aussi. C'est vrai qu'on y prend du plaisir à trouver une nouveauté sur l'échiquier et à inventer quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Donc voilà, il y a plusieurs types d'imagination et de liberté qui peuvent apparaître dans une partie d'échecs et qui donnent beaucoup de plaisir. Oui, tout à l'heure, vous avez dit d'ailleurs, ça m'a un peu troublé, que c'était 2 circuits, sinon incompatibles, antinomiques en tout cas, l'attention et la créativité. Comment on explique qu'ils ne puissent pas fonctionner ensemble ? Alors, d'abord parce que ce ne sont pas les mêmes zones cognitives. Le grand réseau de la créativité, ou le réseau par défaut, c'est le réseau qui en particulier sert à la mise, en gros, si vous voulez, ce que je vais utiliser comme terminologie n'est pas scientifiquement exact, mais de remettre les compteurs à zéro, en particulier pendant le sommeil et pendant le rêve, et ça sert en particulier à consolider la mémoire. Et ça, on sait que le sommeil est un déséffecteur considérable de la consolidation de la mémoire. On a montré ça en particulier chez les enfants, dans des crèches. On fait apprendre une tâche à des enfants, à 2 groupes d'enfants. Il y a un groupe d'enfants qui fait la sieste et un groupe d'enfants qui ne fait pas la sieste. Celui qui n'a pas fait la sieste a une capacité de mémorisation inférieure à celui qui a dormi. Donc le sommeil, ce grand réseau, permet de la mise en connexion de la totalité des aires, en particulier sensorielles. Et c'est le réseau qui, comment dirais-je, oui, c'est le réseau de la créativité, parce que c'est le réseau de l'émergence d'idées nouvelles. On a montré, mais à plusieurs reprises, pas seulement chez les joueurs d'échecs, que le réseau de l'attention inhibe immédiatement ce réseau associatif, ce réseau par défaut, ce réseau Wandering Brain, il inhibe parce qu'il est focalisé sur une tâche précise à réaliser.
et que c'est un antagonisme. Les deux ne peuvent pas marcher en même temps. Il y a bien d'autres réseaux qui sont mis en œuvre, en particulier le réseau visio-spatial, en particulier ce qu'on appelle le réseau de la salience, c'est-à-dire le réseau de l'évidence, c'est-à-dire qui vous permet à l'intérieur d'une situation, par exemple là, la personne qui se déplace, a attiré mon attention. Ça, c'est le réseau de la salience. Il y a un environnement qui est connu, homogène, puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui se déplace, et c'est un réseau qui vous fait perdre votre attention. En particulier, vous avez tous regardé Roland-Garros. Quand le joueur de tennis va servir, il va mettre en jeu tout un mécanisme de routine de décision motrice. Et ils ont tous leur propre routine, y compris Nadal qui touche à son short et son slip qui lui rentre dans les fesses. Ils ont tous cette routine parce que c'est une routine nécessaire pour pouvoir réaliser un acte automatique qui a été mémorisé. S'il y a quelqu'un qui se déplace dans les tribunes, il va poser sa balle, il ne va pas faire le geste. Donc ces réseaux sont juste antagonistes, probablement pour des raisons hémodynamiques et pour des raisons de cohérence, mais je ne sais pas pourquoi. Nous, chercheurs, on regarde, on sait à peu près comment, mais le pourquoi, c'est un autre domaine. Oui, pour compléter ce que vous disiez sur le sommeil, juste en 2 mots, parfois nous avons la chance d'avoir un médecin qui accompagne l'équipe de France dans les compétitions de haut niveau, et tous les médecins qui sont passés par l'équipe de France ont toujours conseillé de travailler le soir avant de se coucher, pour que le cerveau donc puisse travailler la nuit pour mettre en place ces schémas. Et d'éviter de travailler le matin avant les parties, parce qu'on n'aurait pas à ce moment-là la capacité d'assimiler tout ce qui a été étudié la veille. Et peut-être sur les habitudes des joueurs et sur la concentration. Alors, au jeu d'échecs, c'est quelque chose d'absolument capital, vraiment essentiel, surtout à très haut niveau. Moi, je suis arbitre international, donc j'ai participé déjà à des championnats du monde, ou ce genre de choses. La concentration des joueurs est quelque chose de très impressionnant. Je prends un exemple tout bête. Un jour, nous avons un chien qui est rentré dans la salle. Il y avait une compétition de très haut niveau avec Étienne Bacrot, qui était champion de France à l'époque, très jeune également. Donc un chien rentre dans la salle, vous imaginez que ça peut embêter les joueurs et les déconcentrer. En fait, à la fin de la partie, donc on a réussi à faire sortir le chien, et à la fin de la partie, je suis allé m'excuser auprès d'Étienne Bacrot, donc le grand maître champion de France, et il m'a dit « Quel chien ?» Et en fait, ça n'avait dérangé que les mauvais joueurs, entre guillemets. Les joueurs les plus faibles avaient été dérangés. En revanche, les grands maîtres de très haut niveau n'avaient même pas remarqué qu'il y avait un chien. Ils étaient concentrés totalement sur leur partie. Alors, je crois d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu cette étude qui montrait, on avait analysé effectivement le fonctionnement, alors à la fois sur la partie, vous appelez ça tactique, en tout cas la partie rapide, on doit réagir très vite et puis presque automatiquement peut-être même, et la partie plus stratégique, plus à long terme, et on s'était aperçu dans cette étude, en tout cas que j'avais lu sur les grands maîtres, que les grands maîtres dans les parties rapides avaient tendance à utiliser beaucoup plus, effectivement, être en fonctionnement tactique et pas tellement en fonctionnement plus stratégique, plus à long terme. Donc sur la pression du temps, ils avaient tendance à fonctionner beaucoup plus comme les novices, peut-être pas, mais en tout cas les joueurs de niveau moyen. Ça vous surprend, ça ? Non, bien sûr. Pour savoir la différence entre les deux, c'était Xavier Tartacover qui avait donné une définition de la tactique et de la stratégie. La tactique, c'est ce qu'il faut faire quand il y a quelque chose à faire. Et la stratégie, c'est ce qu'il faut faire quand il n'y a rien à faire. Donc c'est vrai que pour savoir quoi faire quand il n'y a rien à faire, ça demande sans doute plus de temps, et on ne peut pas passer beaucoup de temps dans une partie rapide par définition, donc la tactique va prendre le dessus, sans compter qu'il y a plus de fautes tactiques, forcément, puisqu'on a moins le temps de vérifier ses propres calculs, donc la tactique va prendre le dessus, simplement pour punir l'adversaire qui va commettre une faute aussi. Jean Denisot, je voulais évoquer une autre question, puisqu'on a parlé de l'âge des joueurs, des champions, effectivement, et on en avait parlé un petit peu tout à l'heure, de l'importance d'être en forme, effectivement, pour jouer, ou en tout cas du retentissement que ça pourrait avoir sur les processus de décision, peut-être. Donc c'est vrai qu'on se met en situation de stress, en tout cas, quand on est dans les blitz, on est forcément dans une situation différente. Et puis peut-être au cours de la partie, lorsque la pression du temps devient plus importante de son côté, est-ce que ça peut modifier
perturber les processus décisionnels, et dans quel sens? Est-ce qu'il y a d'autres circuits qui sont du coup mobilisés? Est-ce que les barrages qu'on a mis en place habituellement pour avoir des raisonnements rationnellement bien construits commencent à se fragiliser? Qu'est-ce qui se passe dans notre cerveau à ce moment-là, dans les processus de décision, sous la pression du temps? Merci, je vous remercie pour la question facile. Alors, spéculer, vous pouvez spéculer. Hein. Ouais, ma première réponse est j'en sais rien. Ma deuxième réponse est j'imagine que plus la pression du temps augmente, plus on se reporte sur des processus qui sont automatisés. Et donc ça veut dire en fait essentiellement répéter des situations ou des associations entre des situations connues et des actions connues. Plutôt que de générer justement des actions nouvelles dont on n'est pas forcément en capacité d'évaluer si elles sont adaptées à la situation ou pas. Un court complément pour compléter ce que vient de dire Jean. On a deux types de comportements, hein, des comportements inconscients, automatiques. Vous parliez tout à l'heure de la conduite quand on traverse une ville qu'on connaît. On a tous connu ça. On est fatigué le matin, on prend la voiture ou le vélo ou le métro. On arrive au boulot, on ne sait absolument pas ce qui s'est passé. On était ailleurs, et parce que c'est effectivement un processus purement automatique. C'est un processus extrêmement efficace qui consomme très peu d'énergie et qui est très rapide. Donc c'est vraiment l'automaticité. Chaque fois qu'on a besoin, qu'on est sous stress, soit temporel, soit parce qu'on a des emmerdements ou qu'il y a une contrainte ou un adversaire, on est obligé de corticaliser, de mettre les décisions au niveau conscient. Ça consomme énormément d'énergie, ça met en jeu beaucoup de zones cérébrales, et c'est beaucoup plus lent. Donc on perd du temps, et effectivement on perd de l'automaticité. Alors la relation entre stress et mémorisation est bien connue. C'est-à-dire que l'hippocampe, elle n'est pas loin d'un petit machin qui s'appelle l'amygdale temporale, qui est un petit noyau amygdalien qui ressemble à une amande, c'est pour ça que ça s'appelle l'amygdale, qui sert en particulier à identifier le stress, le danger. Et on a montré que quand il y a un moyen, c'est le trac des acteurs, on augmente la mémorisation, c'est-à-dire un petit peu de stress et permet d'activer la mémorisation. Il y a une relation entre l'hippocampe et l'amygdale. Par contre, s'il y a un stress très très important, ça fusille l'hippocampe, et c'est en particulier le syndrome des stress post-traumatiques des vétérans du Vietnam initialement, et puis la guerre du Golfe, etc. Donc le stress violent va effectivement inhiber par contre la mémorisation. Donc il y a un lien très fin, il y a un réglage très fin entre stress et capacité mnésique et capacité décisionnelle. Avant qu'on passe aux questions dans la salle, je voulais en profiter pour élargir en quelque sorte la table ronde et poser la question à Anatoly Weisser. On va vous donner un micro, Anatoly. Vous posez la question, est-ce que vous avez l'impression que vous jouez différemment dans votre cerveau lorsque vous avez une pression très forte de temps, ou est-ce que vous jouez de toute façon de la même façon qu'il y ait ou pas une pression liée au temps qui vous est imparti? Bon, c'est difficile de répondre parce que... Parlez bien dans le micro parce que je ne suis pas sûr. Allô. En fait, bien sûr, c'est différent. Chaque joueur d'échecs, il y a des algorithmes de choix de coups. Si on a assez de temps, parce qu'en moyenne, on a 3 minutes par coup dans le contrôle classique, et si on joue rapide, c'est mettons 15 minutes plus 5-10 secondes par coup, et encore blitz, ça peut être juste 5 minutes, ou bien 5 minutes pour 3 secondes comme on a joué hier. Alors, je réponds à votre question, comment c'est possible que c'est 13 minutes? Parce qu'on a fait beaucoup de coups, et 3 secondes un, 3 secondes l'autre. Si on fait 40 coups, ça fait 240 secondes. Ça fait 4 minutes en plus. Alors 13 minutes, c'est possible, facilement. Bon, alors, c'est pas vraiment différent algorithme, mais c'est un peu modifié quand même. Parce que si on a le temps, on calcule, oui,
je fais ça, lui il fait ça, et bon. Mais si c'est plus rapide, on demande plus à notre intuition. Juste, hop. Et on a dit déjà que l'intuition, c'est un calcul fait immédiatement. Bon. Et en principe, c'est différent. Mais par contre, excusez-moi, j'aime bien dire encore une phrase pour mes conclusions de cette journée formidable. J'ai compris que quand même, c'est prouvé que pour les enfants, les échecs, c'est très utile, ça développe des cerveaux, ça aide d'avoir certaines qualités utiles dans la vie. Pour les personnes âgées, ce n'est pas encore prouvé strictement, scientifiquement, mais quand même, beaucoup de chances que quand même ça aide à retarder des maladies comme Alzheimer, etc. Et moi, en réfléchissant, j'ai compris qu'il faut faire encore une chose. Ma proposition pour la France, il faut faire les échecs obligatoires à l'ENA, parce que ça va permettre d'avoir des politiques qui savent prévoir qu'est-ce qui se passe demain. Souvent, on voit que c'est le point faible de nos politiques. Merci. Oui, on va passer aux questions pour terminer. Oui, Jean-Claude, vous êtes au premier rang. Vas-y, je t'en prie, Franck. Une question. Aujourd'hui, les scientifiques que vous êtes, pensez-vous que le jeu d'échecs et la communauté des joueurs d'échecs, puisque Stéphane Escafre a dit hier qu'il mettrait à disposition des cohortes potentielles de joueurs d'échecs au travers le monde, puisque Stéphane a des connexions au niveau de la Fédération internationale. Est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui des champs d'exploration de la science que la communauté des joueurs d'échecs pourrait vous aider à accélérer, à catalyser voilà. Il est évident en plus que le caractère universel et extrêmement positif dans l'inconscient collectif sera aussi un facteur permettant d'attirer des financements, je suppose. Je commence à répondre peut-être, mais très rapidement. Donc, il y a peut-être deux façons de rendre, disons, la population des joueurs d'échecs intéressante pour la science. Il y en a à minima deux, en tout cas. Donc il y a un truc, au sens de truc et astuce, que les psychologues du siècle dernier utilisaient avec intelligence, c'était les effets d'expertise. Par exemple, ils voulaient comprendre comment la mémoire fonctionnait. Et au tout début de ce genre d'études, ils ne savaient pas, par exemple, que la mémoire à long terme pouvait être découpée en plusieurs types de mémoire. Et donc ils ont cherché en fait à étudier des gens qui avaient des mémoires impressionnantes. Et ils montraient que ces gens qui avaient un type de mémoire très spécifique, très développé, n'étaient pas meilleurs que les gens normaux pour d'autres types de mémoire. Et c'est un argument pour dire ça, c'est une propriété cognitive spécifique qui est différente, dissociée d'autres types de mémoire. Donc on pourrait imaginer, sans vouloir prendre les joueurs d'échecs comme des bêtes de foire à scientifiques, mais imaginer en fait de caractériser, de pointer du doigt les processus cognitifs pour lesquels les joueurs d'échecs sont experts, et utiliser ça comme étant un moyen pour découper certaines de ces compétences cognitives. J'ai une contre-proposition à faire, puisque vous parliez des... Je crois que l'ENA, il faut oublier, parce qu'on peut leur faire de l'échec, du vélo et tout ça. C'est dès le départ que c'est plié, donc faut s'en occuper en amont, faut s'en occuper à l'école. Il y a, vous savez, il y a un modèle qui... Il y a des accidents vasculaires cérébraux chez l'enfant, mais il y a surtout une grosse cohorte d'adultes qui ont des accidents vasculaires cérébraux. On sait, il y a un traitement, moi c'est vraiment un peu en dehors de mon expertise clinique personnelle, mais la musicothérapie est rentrée dans l'hôpital et elle est rentrée dans les outils de rééducation des accidents vasculaires cérébraux. Il faut probablement, je crois que c'est pas très compliqué, que vous rencontriez les responsables de la société neurovasculaire française qu'on connaît, hein, puis vous les connaissez, ils sont publics, on les connaît. Rien ne vous empêche effectivement de prendre des cohortes de personnes présentant des accidents vasculaires cérébraux en rééducation
et de voir si la pratique des échecs permet des récupérations cognitives, amnésiques, décisionnelles meilleures. Je pense que ce qui est sûr, c'est que lorsqu'on est effectivement déficitaire, l'utilisation des réseaux cognitifs, à cause de la plasticité cérébrale dont j'ai parlé, mais qui est vraiment notre cœur de métier, hein, on sait qu'on peut, ce qui est formidable, si vous voulez, on sait qu'on peut réparer le cerveau et on sait que le cerveau est capable de changer. Donc faites faire des jeux d'échecs, faites faire des échecs, des ateliers d'échecs aux gens qui ont des accidents vasculaires cérébraux, et puis vous verrez bien. Tu as la réponse du président. Oui. Alors c'est vrai que le cerveau peut créer ces réseaux et les joueurs d'échecs ont peut-être ce problème à créer des réseaux eux-mêmes. Donc je vous remercie, vous allez nous aider pour faire ça. Et c'est vrai que sur les accidents vasculaires cérébraux, j'en ai parlé vaguement hier, mais on a eu des expériences ponctuelles de gens qui amélioraient leur capacité grâce au jeu d'échecs, mais encore une fois, ça n'a pas été formalisé. Alors c'est vrai qu'au niveau de la Fédération française, nous avons 60 000 pratiquants licenciés sportifs, on va dire. Il y a plus d'un demi-million d'enfants qui apprennent à jouer aux échecs à travers les clubs, et encore plus qui ne sont pas répertoriés. Dans le monde entier, il y a plus de pays adhérents à la Fédération internationale qu'à l'ONU. Donc il y a plus de 200 pays. Donc c'est vraiment un jeu universel. Et je pense que les données qui seront utilisées par le jeu d'échecs et créées par le jeu d'échecs sont vraiment applicables dans le monde entier. Donc chiche, allons-y. Autre question, Jean-Claude Moine? Oui, j'ai une question un peu technique. Il y a une source de gaffe, pardon, une source de gaffe aux échecs quand on joue une partie qui est liée à l'image résiduelle. Alors, l'image résiduelle, c'est quand schématiquement, quand le passé influe sur le présent. Hein, c'est ça, grosso modo. Et aux échecs, c'est terrible parce que, je vous donne un exemple, on a un fou qui est très fort sur une diagonale, et ce fou s'échange, il est plus sur l'échiquier, et on calcule, et tout d'un coup, le dernier coup de la variante, c'est le fou qui reprend une pièce. Or, le fou n'est plus sur l'échiquier. Donc le passé a influé sur le présent. Et ma question, moi, en tant que joueur d'échecs, je sais un peu gommer par des petites méthodes de revoir la position comme si on la voyait pour la première fois. Mais quand on joue en partie rapide, on n'a pas le temps. Alors ma question, est-ce que c'est irréversible et on peut rien faire contre ce type de faute? L'image résiduelle, en fait, aussi, c'est quand, pour le commun des mortels, pour nous, on va dans un endroit pour la première fois et on a l'impression qu'on est déjà venu. Enfin, voilà. Et donc, est-ce qu'il y a un moyen de gommer ça? Parce que c'est terrible pour le joueur d'échecs de faire ce type de faute. Alors, vous avez parlé de deux mécanismes cérébraux différents. Le déjà-vu, c'est réellement, je vais le faire de manière très courte, c'est une micro-crise épileptique temporale. C'est-à-dire que le déjà-vu, et en particulier, vous le savez, on a des sensations déjà-vu quand on est particulièrement fatigué. C'est-à-dire que la fatigue permet effectivement, c'est juste l'émergence d'une boucle cognitive qui fait qu'on a l'impression d'avoir déjà été là. Et donc ça, c'est l'éruption du présent dans le passé, c'est complètement différent. C'est simplement un dysfonctionnement temporel. Ce dont vous parlez, effectivement, c'est l'émergence d'un déjà vécu. C'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que vous avez réellement vécu ça. C'est une expérience qui a eu lieu, la présence du fou sur votre diagonale, et qui vient émerger parce qu'elle a un contenu affectif particulier. Et Anthony le disait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous avez beau essayer d'inhiber la totalité de votre réseau créativité, d'inhiber la totalité de l'émotion pour être dans l'action complète, on l'a dit, de temps en temps, le plaisir, la charge émotive, la charge symbolique d'un coup particulier existe. On est tous, moi je suis pas joueur d'échecs ou très très médiocre, mais je suis joueur de golf. Je vous promets que je me souviens exactement des coups qui m'ont fait particulièrement plaisir. Et ces coups-là sont présents. Et ils émergent dans le réel, parce qu'ils ont une charge affective particulière. Donc si vous voulez les ranger, détachez la charge affective de ce coup dont vous vous souvenez pour pouvoir le ranger de côté. Ou alors écrivez-le, mettez-le sur un bout de papier, rangez-le ailleurs. J'ai pas de réponse à votre question de manière très directe, mais il me semble que ça relève mon intuition là-dessus, c'est que ça relève d'un conflit entre le fait que dans la partie, il faut pouvoir se rappeler la raison pour laquelle on en est arrivé là,
parce que ça fait partie de l'analyse du jeu, j'imagine. Et le fait que pour pouvoir négocier la partie à partir de maintenant, il faut libérer des ressources cognitives. Et la manière dont le cerveau va arbitrer va choisir entre les deux, autrement dit, allouer de la mémoire au passé ou la libérer pour le raisonnement, c'est peut-être quelque chose qui est très typique d'un joueur en particulier. Ça s'entraîne peut-être, mais c'est peut-être pas facile à contrôler. Merci, il va être l'heure de déjeuner, puisque ensuite nous avons non seulement la partie simultanée, c'est ça, qui doit démarrer, donc je pense qu'on va passer au déjeuner. Franck, je vous laisse prendre la parole pour les indications pratiques sur la suite. Merci à tous, merci à tous les intervenants, et merci au public pour les questions, évidemment.